Je te présente Marc, un routier qui a des problèmes avec son téléphone et des problèmes surnaturels. Le dernier trajet, ce n'est pas moi qui l'ai vécu. C'est mon beau-frère, Thierry, qui me l'a raconté un soir de novembre, alors qu'on buvait un café trop fort dans sa cuisine, les volets fermés à cause du vent. Il avait les mains qui tremblaient un peu en parlant, et je me souviens m'être dit que ce n'était pas son genre, lui qui conduisait des poids lourds depuis 22 ans, sans jamais se plaindre du métier. Ce qu'il m'a confié cette nuit-là concernait un de ses collègues, un homme qu'il connaissait depuis presque une décennie, un certain Fabien Rocher. Fabien avait la cinquantaine, le crâne dégarni, une carrure de déménageur et une voix rauque à force de fumer des cigarettes roulées entre deux arrêts sur les aires d'autoroute. Il travaillait pour une société de transport basée près de Clermont-Ferrand et il faisait principalement des trajets longue distance entre l'Auvergne et le nord de la France, parfois jusqu'en Belgique. C'était un homme solitaire, divorcé depuis longtemps, avec un fils qu'il ne voyait presque plus. La route était devenue sa seule famille, disait-il souvent à Thierry, lors de leurs pauses partagées sur les parkings de nuit, quand les néons des restaurants routiers clignotaient dans le brouillard et que les camions ronflaient au ralenti comme des bêtes endormies. Ce soir-là, celui où tout a commencé, Fabien roulait sur l'A75, cette longue route qui traverse le Massif central, connue pour ses tunnels interminables, ses viaducs suspendus dans le vide et surtout pour son isolement quasi total une fois la nuit tombée. Peu de lumière, peu de circulation et un silence pesant que seuls les phares des rares véhicules croisés venaient briser quelques secondes. Il était environ 22h30 lorsque son téléphone, posé sur le tableau de bord dans son support habituel, s'est mis à vibrer sans qu'il ait reçu aucun message ni appel. L'écran s'est allumé tout seul, comme animé d'une volonté propre, et une icône est apparue au milieu de l'écran d'accueil, entre l'application de navigation GPS et celle de la météo. Une icône noire, sobre, représentant une route qui se perdait à l'horizon, avec un texte en dessous « Dernier trajet ». Fabien n'avait jamais téléchargé cette application. Il en était certain. Il ne se souvenait même pas d'avoir vu ce genre de nom sur le magasin d'applications. Et pourtant, elle était là, installée, prête à être ouverte, comme si elle avait toujours fait partie de son téléphone. Sur le moment, il n'y a pas prêté une attention particulière. Les téléphones modernes installaient parfois des mises à jour étranges, des applications système imposées par le fabricant, et il pensait qu'il s'agissait probablement d'un bug ou d'une mise à jour automatique de son opérateur. Il a continué de rouler, les yeux fixés sur la route qui s'enfonçait dans l'obscurité du plateau, la radio diffusant doucement une émission de nuit dont il n'écoutait que vaguement les paroles. C'est environ 1 heure plus tard, alors qu'il s'arrêtait sur une aire de repos isolée pour se dégourdir les jambes et fumer une cigarette, que la curiosité l'a poussé à ouvrir l'application. L'aire était déserte, à l'exception d'un autre camion garé à une trentaine de mètres, moteur éteint, cabine plongée dans l'obscurité. Aucune lumière ne provenait des fenêtres. Fabien a supposé que le chauffeur dormait déjà, épuisé par une longue journée de route, comme cela arrivait souvent à cette heure tardive. Il a sorti son téléphone, a appuyé sur l'icône, et l'application s'est ouverte instantanément, sans aucun temps de chargement, sans demande d'autorisation, sans écran de bienvenue. Directement, une carte s'est affichée, semblable à n'importe quelle application de navigation, avec les routes environnantes dessinées en gris clair sur fond sombre. Mais ce qui a immédiatement attiré son attention, c'étaient les points lumineux qui parsemaient la carte. Des dizaines de petits cercles, certains verts, d'autres rouges, disséminés le long des axes routiers autour de sa position actuelle. Chaque point semblait représenter un véhicule, immobile,
ou en mouvement, avec parfois un prénom qui apparaissait en surimpression lorsqu'il touchait l'écran. Fabien a d'abord cru à une sorte d'application communautaire pour routiers, un outil permettant de localiser les collègues à proximité, comme il en existait déjà plusieurs sur le marché, pour signaler les places de parking disponibles ou les contrôles de gendarmerie. Il a zoomé sur sa propre position, cherchant à identifier son propre point sur la carte. Il l'a trouvé rapidement, un cercle vert, stable, situé exactement là où il se trouvait, sur l'aire de repos. À côté, son prénom s'affichait, Fabien. Rien d'alarmant jusque-là, mais en observant les autres points, il a remarqué quelque chose d'étrange. Le camion garé à 30 mètres de lui, celui dont il pensait que le chauffeur dormait, apparaissait lui aussi sur la carte. Sauf que son point n'était pas vert. Il était rouge et pulsait légèrement, comme un battement de sœur ralenti. À côté du point rouge, un prénom s'affichait également, Bernard. Fabien a regardé le camion à travers le pare-brise de sa propre cabine, cherchant un signe de vie, une ombre derrière les vitres, quelque chose. Rien. Le véhicule restait immobile, silencieux, comme figé dans le temps. Il a essayé de fermer l'application, pensant qu'il s'agissait d'un jeu douteux ou d'une arnaque quelconque, mais l'icône est restée obstinément affichée sur son écran d'accueil, impossible à désinstaller. Chaque fois qu'il maintenait le doigt appuyé dessus pour la supprimer, l'option de désinstallation n'apparaissait tout simplement pas, comme si l'application faisait partie intégrante du système lui-même. Il a fini par hausser les épaules, glisser le téléphone dans sa poche et remonter dans son camion pour reprendre la route, décidé à ne plus y penser. Mais la curiosité, comme souvent, a fini par reprendre le dessus. Une trentaine de kilomètres plus loin, alors qu'il traversait un des longs viaducs suspendus au-dessus d'une vallée plongée dans une obscurité totale, il a de nouveau consulté l'application, cette fois arrêtée sur le bas-côté, moteur au ralenti. Le point rouge de Bernard n'apparaissait plus sur la carte. Il avait tout simplement disparu comme effacé. À la place, un nouveau point rouge clignotait un peu plus loin sur l'A75, à quelques kilomètres de sa propre position, avec un prénom différent affiché à côté, Jean-Marc. Fabien a ressenti pour la première fois un malaise sourd, une sensation diffuse d'inquiétude qu'il n'arrivait pas à s'expliquer rationnellement. Il s'est dit que ce devait être une coïncidence, que l'application changeait simplement d'affichage selon les véhicules détectés dans son périmètre, peut-être via une sorte de connexion Bluetooth ou de géolocalisation partagée entre chauffeurs. Il a repris la route, essayant de se concentrer sur le bitume qui défilait sous ses phares, sur le ronronnement régulier du moteur, sur la musique douce qui s'échappait de l'autoradio. 1 heure plus tard environ, alors qu'il approchait d'une aire de service plus fréquentée près de Millau, il a entendu à la radio locale une brève information glissée entre 2 chansons. Un accident s'était produit un peu plus tôt sur l'A75, impliquant un poids lourd dont le chauffeur, un certain Jean-Marc Delattre, avait perdu la vie sur le coup, victime d'une sortie de route dans un virage, pourtant bien connu des habitués de l'axe. Fabien a senti son sang se glacer. Il a immédiatement ressorti son téléphone, ouvert l'application et constaté que le point rouge, portant le prénom Jean-Marc, avait lui aussi disparu de la carte, exactement comme celui de Bernard quelques kilomètres plus tôt. Il a alors compris, ou plutôt commencé à envisager, une explication qui le terrifiait, bien plus que n'importe quel accident de la route. Les points rouges ne représentaient pas simplement des chauffeurs en pause ou hors ligne. Ils représentaient des hommes déjà morts ou sur le point de l'être, sans qu'ils en aient eux-mêmes conscience. Des morts en sursis, encore assis derrière leur volant, encore persuadés de rouler vers une destination bien réelle, alors que leur trajet touchait déjà, quelque part, à sa fin tragique.
Cette pensée l'a submergé d'une angoisse qu'il n'avait jamais connue en plus de 20 ans de métier. Il a garé son camion sur l'aire de Milo. Moteur coupé cette fois, et il est resté de longues minutes immobile dans sa cabine, le téléphone posé sur ses genoux, n'osant plus le regarder, mais incapable également de s'en détacher. Autour de lui, l'aire de service semblait presque déserte à cette heure avancée de la nuit. Seuls 2 ou 3 autres camions étaient garés, leurs cabines plongées dans le noir, silencieuses. Il a fini par rassembler son courage et rouvrir l'application. Il a zoomé sur sa propre position, cherchant à se rassurer en observant son propre point, toujours vert, toujours stable, à l'endroit exact où il se trouvait. Le prénom Fabien s'affichait toujours à côté, sans aucun changement apparent. Il a laissé échapper un soupir de soulagement, presque honteux de la panique qui l'avait envahi quelques minutes plus tôt. Il s'est dit qu'il devait être fatigué, que la route de nuit finissait toujours par jouer des tours à l'esprit, que la solitude prolongée derrière un volant favorisait ce genre d'hallucinations ou d'interprétations exagérées. Mais alors qu'il s'apprêtait à ranger le téléphone et à tenter de dormir quelques heures avant de reprendre la route à l'aube, il a remarqué un détail qui allait le hanter pour le reste de la nuit et probablement pour le reste de sa vie. En zoomant davantage sur la carte, en observant plus attentivement les points environnants, il a vu, à quelques centaines de mètres seulement de sa propre position sur l'aire de Millau, un autre point. Un point rouge, pulsant lentement, immobile. Et le prénom affiché à côté de ce point n'était autre que le sien. Fabien. Il y avait donc 2 points portant son nom sur la carte. L'un vert, à sa position exacte. L'autre rouge, à quelques centaines de mètres, quelque part sur cette même aire de service où il venait tout juste de se garer pour la nuit. Fabien a immédiatement relevé les yeux de son téléphone et scruté à travers le pare-brise l'obscurité qui l'entourait, cherchant à percevoir le moindre mouvement, la moindre silhouette qui pourrait expliquer cette anomalie. L'air semblait vide, silencieuse, uniquement éclairée par les lampadaires orangés qui projetaient de longues ombres tremblantes sur le bitume humide. Un vent léger faisait bruisser les feuilles des quelques arbres plantés en bordure du parking, et au loin, on entendait le bruit sourd et régulier des rares véhicules qui continuaient de filer sur l'autoroute, indifférents à ce qui se jouait sur cette aire isolée. Il a hésité un long moment avant de descendre de sa cabine, tiraillé entre l'envie irrépressible de comprendre ce qui se passait et la peur viscérale de ce qu'il pourrait découvrir. Finalement, la curiosité, mêlée à un besoin presque désespéré de se rassurer, l'a emporté. Il est descendu du camion, laissant la porte entr'ouverte derrière lui, le téléphone serré fermement dans sa main droite, l'écran toujours allumé sur cette carte impitoyable qui semblait connaître des choses qu'aucun être humain ne devrait pouvoir savoir. Il a marché lentement en direction du point rouge, indiqué sur l'application, comparant régulièrement sa position réelle avec celle affichée sur l'écran. Ses pas résonnaient étrangement fort sur le bitume désert, chaque bruit amplifié par le silence oppressant de la nuit. Plus il avançait, plus le point rouge sur la carte se rapprochait de sa propre icône, jusqu'à ce que les deux finissent presque par se superposer. C'est à cet instant précis, alors qu'il se trouvait à l'extrémité de l'aire de service, près d'un bosquet d'arbres qui marquait la limite entre le parking éclairé et l'obscurité totale du talus, qui plongeait vers un fossé, que Fabien a entendu, distinctement, le bruit d'un moteur de camion qui tournait au ralenti, un bruit qu'il connaissait par cœur, qu'il aurait pu reconnaître entre mille, et qui semblait provenir directement du bosquet, là où logiquement aucun véhicule n'aurait dû pouvoir se trouver. Il s'est figé, le cœur battant violemment dans sa poitrine, incapable de faire un pas de plus, incapable également de reculer, comme paralysé par une force invisible
qui semblait émaner de l'obscurité elle-même. Le bruit du moteur continuait, régulier, presque apaisant dans son ronronnement mécanique, et pourtant chaque seconde qui passait rendait la situation plus insupportable, plus irréelle. Son téléphone, toujours dans sa main, s'est soudain mis à vibrer violemment. Et lorsqu'il a baissé les yeux vers l'écran, malgré la terreur qui lui nouait déjà l'estomac, il a vu que le point rouge, portant son prénom, venait de se déplacer légèrement sur la carte, comme s'il avançait vers lui, indépendamment de tout mouvement qu'il aurait lui-même effectué. C'est à ce moment précis de son récit que Thierry s'est arrêté, m'a regardé longuement dans les yeux et a reposé sa tasse de café sur la table avec un geste presque solennel, avant de me dire qu'il valait mieux qu'on continue cette histoire un autre soir, parce que ce qui s'était passé ensuite, cette nuit-là sur l'air de Milo, n'était pas quelque chose qu'on pouvait raconter à la légère. Thierry a repris son récit quelques jours plus tard, un dimanche après-midi cette fois, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de son salon et que sa femme était sortie faire des courses. Il semblait avoir besoin de cette solitude pour continuer, comme si les détails qu'il s'apprêtait à me révéler nécessitaient un cadre particulier, presque intime. Fabien, m'a-t-il dit, était resté figé pendant ce qui lui avait semblé une éternité, les yeux fixés sur son téléphone, où le point rouge, portant son propre prénom, continuait de se déplacer lentement, se rapprochant inexorablement de sa position réelle sur la carte. Le bruit du moteur provenant du bosquet n'avait pas cessé, ce ronronnement mécanique presque hypnotique qui contrastait violemment avec l'absence totale de lumière ou de silhouette visible dans cette direction. C'est finalement un détail insignifiant en apparence qui l'avait sorti de sa paralysie. Une odeur de gasoil brûlé, mêlée à quelque chose de plus organique, de plus dérangeant, qui flottait dans l'air humide de la nuit et qui s'intensifiait à mesure que le vent tournait légèrement. Fabien avait reculé d'un pas, puis d'un autre, sans quitter des yeux l'obscurité du bosquet, jusqu'à ce que son dos heurte quelque chose de dur et de froid. Il avait sursauté violemment, pour réaliser qu'il s'agissait simplement de la borne métallique délimitant l'aire de service, une structure banale qu'il connaissait pourtant par cœur pour s'y être arrêté des dizaines de fois au fil des années. Ce contact soudain avec un objet familier avait paradoxalement suffi à le ramener à une forme de raison. Il s'était forcé à respirer profondément, plusieurs fois, tentant de calmer les battements erratiques de son cœur, et avait fini par se convaincre que la fatigue accumulée, combinée à ce qu'il venait de découvrir sur l'application, avait probablement altéré sa perception de la réalité. Le bruit de moteur pouvait très bien provenir d'un véhicule stationné plus loin, dont le son se réverbérait de manière trompeuse contre le relief du talus. L'odeur de gasoil n'avait rien d'extraordinaire sur une aire de service fréquentée par des dizaines de poids lourds chaque jour. Il avait donc décidé de tourner les talons et de regagner rapidement son propre camion, sans plus se retourner vers le bosquet, marchant d'un pas volontairement rapide sur le bitume désert. Une fois remonté dans sa cabine, il avait verrouillé les portières, geste qu'il ne faisait pourtant jamais habituellement sur les aires de repos, considérant généralement que la promiscuité relative avec les autres chauffeurs suffisait à garantir une certaine sécurité. Cette nuit-là pourtant, quelque chose en lui refusait catégoriquement de laisser cette porte déverrouillée. Il avait posé son téléphone sur le siège passager, écran retourné contre le tissu pour ne plus voir cette carte et ses points inquiétants, et avait tenté de fermer les yeux quelques heures, sachant qu'il devait reprendre la route avant l'aube pour respecter son planning de livraison. Le sommeil avait tardé à venir, entrecoupé de moments de somnolence anxieuse où chaque bruit extérieur, aussi minime fût-il, le faisait sursauter et rouvrir brutalement les yeux, scrutant l'obscurité à travers le pare-brise. Vers 4 heures du matin,
alors qu'il somnolait dans une position inconfortable contre la vitre de sa portière. Un bruit sourd contre la carrosserie de son camion l'avait brutalement réveillé. Un coup unique, ferme, comme si quelqu'un avait frappé la tôle avec la paume de la main, provenant du côté droit du véhicule, celui où se trouvait justement le bosquet d'arbres. Fabien était resté immobile, n'osant esquisser le moindre geste, écoutant intensément le silence qui avait suivi ce coup unique, un silence si dense qu'il pouvait presque entendre son propre sang pulser dans ses tempes. Aucun autre bruit n'était survenu par la suite. Après plusieurs minutes d'attente tendue, il avait fini par se convaincre qu'il s'agissait probablement d'une branche tombée d'un arbre voisin, poussée par le vent qui s'était considérablement renforcé durant la nuit, ou peut-être même d'un animal, un chevreuil ou un sanglier, dont on connaissait la présence dans les zones boisées entourant les aires de repos du Massif central. Cette explication rationnelle, bien qu'imparfaite, lui avait permis de retrouver un semblant de calme, suffisant pour finalement s'assoupir véritablement jusqu'à ce que son réveil sonne à 5h30. Au petit matin, la lumière grise et froide de l'aube avait considérablement atténué les terreurs nocturnes de Fabien. En sortant de sa cabine pour effectuer sa ronde de sécurité habituelle autour du véhicule, vérifiant les pneus et les fixations de son chargement, il avait observé attentivement le côté droit du camion, cherchant une trace, une marque quelconque qui aurait pu expliquer le bruit entendu durant la nuit. Il n'avait rien trouvé de particulier, si ce n'est une légère éraflure dans la poussière accumulée sur la tôle, à peine visible, qui aurait très bien pu résulter d'un simple contact avec une branche basse. Le bosquet d'arbres, désormais visible dans la lumière matinale, apparaissait parfaitement banal, dépourvu de tout mystère apparent. Quelques chaînes rabougries, un enchevêtrement de ronces, rien qui puisse justifier la terreur ressentie quelques heures plus tôt. Fabien avait presque souri de sa propre naïveté nocturne, se disant que les histoires de chauffeurs solitaires, racontées entre collègues, finissaient toujours par contaminer l'imagination des plus fatigués. Il avait repris son téléphone, hésitant un instant avant d'ouvrir de nouveau l'application Dernier Trajet, presque convaincu que celle-ci aurait disparu avec la lumière du jour, comme un mauvais rêve qui s'évapore au réveil. Mais l'icône était toujours présente, aussi sobre et discrète que la veille, entre l'application météo et celle de sa messagerie professionnelle. Il l'avait ouverte, le cœur battant légèrement plus vite qu'il ne l'aurait souhaité, et avait constaté avec un mélange de soulagement et de perplexité que son propre poing, l'unique désormais visible portant son prénom, était de nouveau vert, stable, situé exactement à sa position actuelle sur l'aire de Millau. Le second point rouge portant son nom, celui qui l'avait terrifié durant la nuit, avait purement et simplement disparu de la carte. Fabien avait passé le reste de la matinée à se convaincre que tout cela n'avait été qu'une hallucination provoquée par la fatigue et le stress accumulé, peut-être aggravé par un dysfonctionnement quelconque de l'application, un bug informatique qui aurait dupliqué son propre profil de manière erronée. Il avait repris la route vers 10h, direction le nord, avec une livraison prévue en fin d'après-midi près de Lille. Un trajet long qui allait le tenir occupé toute la journée et lui laisser peu de temps pour ruminer davantage cette expérience troublante. La journée s'était déroulée sans incident notable. Le trajet à travers la France, ponctué de pauses réglementaires et d'un déjeuner rapide dans une station-service, avait progressivement dissipé l'angoisse de la nuit précédente. Fabien avait même fini par consulter l'application à plusieurs reprises durant la journée, sans plus y déceler rien d'anormal. Simplement une carte, quelques points verts épars, représentant d'autres chauffeurs identifiés par leur prénom, aucun point rouge en vue, aucune anomalie particulière. C'est en fin de journée, alors qu'il approchait de sa destination près de Lille, que les choses avaient de nouveau basculé.
Le ciel s'était considérablement assombri, non pas à cause de l'heure tardive, mais en raison d'un front orageux particulièrement violent qui s'était formé sur le nord de la France, apportant avec lui des trombes d'eau et des éclairs, zébrant l'horizon de manière presque continue. La visibilité s'était réduite drastiquement, forçant Fabien à ralentir considérablement son allure, les essuie-glaces peinant à évacuer l'eau qui s'abattait sur son pare-brise. Dans ces conditions difficiles, alors qu'il négociait un rond-point complexe menant vers la zone industrielle, où se trouvait l'entrepôt de livraison, son téléphone avait de nouveau vibré, cette fois avec une intensité inhabituelle, comme si l'appareil lui-même cherchait désespérément à attirer son attention. Fabien avait résisté à la tentation de consulter l'écran immédiatement, concentré sur la conduite délicate dans ces conditions météorologiques dégradées, mais une fois le camion garé sur le parking de l'entrepôt, moteur coupé, il n'avait pu s'empêcher de vérifier ce qui avait provoqué cette alerte. L'application s'était ouverte automatiquement, sans qu'il ait besoin de la sélectionner, affichant directement une notification en plein écran. Un message simple, dépourvu de toute fioriture, indiquant trajet restant, 3 arrêts. En dessous de ce message énigmatique, la carte habituelle s'affichait, mais cette fois avec un détail qui avait glacé le sang de Fabien, plus encore que les événements de la nuit précédente. 3 points rouges apparaissaient distinctement sur la carte, disposés le long de son propre itinéraire prévu pour les jours suivants. Un trajet qu'il n'avait renseigné dans aucune application, un planning connu de lui seul et de son employeur. Le premier point rouge se situait précisément à l'endroit où il devait effectuer sa prochaine livraison, prévue 2 jours plus tard près de Reims. Le deuxième correspondait à une aire de repos qu'il utilisait habituellement lors de ses trajets vers l'Est. Une aire qu'il n'avait pourtant jamais mentionnée à qui que ce soit récemment. Le troisième point, plus troublant encore, se trouvait exactement à l'emplacement du dépôt de son entreprise, près de Clermont-Ferrand, là où il devait normalement terminer sa tournée en fin de semaine. Fabien avait senti une sueur froide couler le long de son dos, malgré la fraîcheur relative de l'habitacle. Comment cette application, dont il ignorait tout, pouvait-elle connaître avec une telle précision son planning professionnel? Un planning qui n'existait que dans les systèmes internes de son entreprise et dans son propre carnet de route papier qu'il conservait toujours dans la boîte à gants. Il avait tenté d'appeler Thierry ce soir-là, mon beau-frère m'ayant confirmé avoir reçu cet appel vers 22 heures, un appel durant lequel Fabien lui avait raconté, d'une voix qu'il ne lui connaissait pas, tremblante et hachée, l'ensemble des événements survenus depuis la veille. Thierry m'a avoué, lors de notre conversation dominicale, avoir tenté de rassurer son collègue en évoquant justement la possibilité d'une application malveillante ayant accédé illégalement à ses données professionnelles, peut-être via une faille de sécurité dans le système de gestion de flotte de leur entreprise. Cette explication, bien que troublante en elle-même, présentait au moins l'avantage de rester dans le domaine du rationnel, du technologiquement plausible, loin des interprétations plus sombres et surnaturelles que Fabien semblait de plus en plus tenté d'envisager. Fabien avait néanmoins insisté sur un détail qui, selon ses propres mots, dépassait totalement l'entendement technique. La notification mentionnant 3 arrêts restants ne correspondait à aucune fonctionnalité qu'il aurait pu configurer lui-même. Et surtout, elle laissait entendre une forme de compte à rebours, comme si son propre parcours de vie, et non simplement son itinéraire professionnel, était en train d'être méthodiquement décompté par cette application malveillante. Cette nuit-là, dormant dans la cabine de son camion, sur le parking de l'entrepôt près de Lille, Fabien avait fait un rêve d'une intensité et d'un réalisme troublant. Un rêve qu'il avait relaté à Thierry, avec une précision qui témoignait de l'impact profond qu'il avait eu sur son esprit.
Il se trouvait dans son rêve, au volant de son camion, roulant sur une route qu'il ne reconnaissait pas, une route sans fin bordée d'arbres décharnés, sous un ciel perpétuellement crépusculaire. Aucun autre véhicule ne circulait, aucune habitation ne se dressait le long de cette route désertique. Dans ce rêve, son téléphone sonnait sans cesse, posé sur le tableau de bord, affichant inlassablement la même notification. Trajet restant, 3 arrêts, puis quelques instants plus tard, trajet restant, 2 arrêts, comme si le temps s'écoulait de manière accélérée et implacable. Fabien, dans son rêve, tentait désespérément de faire demi-tour, de sortir de cette route sans fin, mais chaque tentative de manœuvre se soldait par un échec inexplicable, comme si le camion lui-même refusait d'obéir à sa volonté, continuant inexorablement d'avancer vers une destination que Fabien ne parvenait jamais à distinguer clairement à l'horizon. Il s'était réveillé en sursaut vers 3 heures du matin, trempé de sueur malgré la fraîcheur de la cabine, le cœur battant à tout rompre, avec la certitude absolue et irrationnelle que ce rêve n'en était pas véritablement un, mais plutôt une forme d'avertissement, de prémonition dont il ne parvenait pas à saisir pleinement la signification, mais dont il ressentait l'urgence et la gravité avec une acuité troublante. Le lendemain matin, Fabien avait pris une décision qu'il n'avait encore jamais prise en plus de 20 ans de carrière. Il avait appelé son entreprise pour signaler qu'il ne se sentait pas en état de reprendre la route, invoquant un malaise passager, une fatigue excessive nécessitant un repos immédiat. Son employeur, connaissant le sérieux et la fiabilité habituelle de Fabien, n'avait pas remis en question cette décision, lui accordant sans difficulté une journée de repos supplémentaire avant de reprendre sa tournée. Cette journée de répit, loin de calmer les angoisses de Fabien, n'avait fait que les exacerber davantage. Resté seul dans une chambre d'hôtel modeste près de l'île, incapable de trouver le sommeil malgré l'épuisement évident qui pesait sur ses paupières, il avait passé de longues heures à observer l'application sur son téléphone, cherchant désespérément une explication, un indice, quelque chose qui pourrait lui permettre de comprendre ce qui lui arrivait véritablement. C'est en fin d'après-midi, alors que la lumière déclinante filtrait à travers les rideaux fins de sa chambre d'hôtel, qu'il avait remarqué un détail supplémentaire sur la carte de l'application, un détail qui allait définitivement le convaincre que quelque chose de profondément anormal, quelque chose qui échappait totalement aux lois de la logique et de la technologie conventionnelle, était en train de se produire. En zoomant sur la carte, en observant attentivement les différents points verts et rouges disséminés à travers le territoire français, il avait constaté que chaque point vert, représentant selon toute vraisemblance des chauffeurs bien vivants et en pleine activité, portait un prénom simple, sans autre indication. Mais les points rouges, ceux représentant selon sa terrible intuition des hommes déjà condamnés sans le savoir, affichaient systématiquement, en plus du prénom, une petite icône représentant une horloge dont les aiguilles semblaient tourner à une vitesse variable selon les points, certaines très lentement, presque imperceptiblement, d'autres avec une rapidité inquiétante, comme si elles décomptaient un temps différent pour chaque individu concerné. Fabien avait alors cherché fébrilement, presque malgré lui, s'il existait un second point le concernant, comme celui découvert 2 nuits plus tôt sur l'aire de Millau. Il n'en avait trouvé aucun cette fois, son seul point demeurant obstinément vert, sans horloge, sans indication de compte à rebours. Ce constat aurait dû le rassurer, mais au contraire, il avait renforcé sa conviction que quelque chose se préparait, que l'absence temporaire de danger ne signifiait nullement une sécurité durable. Thierry m'a confié, à ce moment précis de son récit, avoir personnellement reçu ce soir-là un appel de Fabien d'une nature particulièrement troublante. Son collègue lui avait demandé, d'une voix étrangement calme, mais empreinte d'une gravité inhabituelle,
s'il accepterait de vérifier quelque chose pour lui, une faveur qu'il n'avait jamais sollicitée auparavant en toutes ses années d'amitié professionnelle. Il voulait que Thierry télécharge, sur son propre téléphone, la même application, afin de vérifier si elle apparaissait également sur son appareil, et surtout, afin de vérifier de quelle couleur apparaîtrait son propre point sur cette carte maudite. Thierry avait hésité longuement avant d'accepter cette demande, ressentant confusément qu'il s'apprêtait à franchir une frontière qu'il aurait peut-être mieux valu ne jamais approcher. Mais l'amitié et l'inquiétude sincère qu'il éprouvait pour Fabien avaient fini par l'emporter sur ses réticences. Il avait ouvert le magasin d'applications de son téléphone, cherché « Dernier trajet » dans la barre de recherche, sans succès. Aucune application portant ce nom n'existait officiellement. Aucune trace, aucune référence, comme si elle n'avait jamais existé dans les circuits de distribution normaux. C'est à ce moment de son récit que Thierry s'est levé, s'est approché de la fenêtre de son salon, observant la pluie qui continuait de tomber dehors, avant de me confier, d'une voix redevenue plus sombre, que ce qu'il allait me raconter ensuite constituait la partie la plus difficile de cette histoire à partager, celle qui concernait directement ce qui était arrivé à Fabien lors de sa dernière tournée, quelques jours plus tard, et dont les circonstances exactes demeuraient encore aujourd'hui, selon ses propres mots, largement inexpliquées par les autorités. Thierry s'est rassis face à moi, les mains jointes, et a repris son récit d'une voix plus posée, comme s'il avait eu besoin de ce moment de silence, près de la fenêtre pour rassembler ses souvenirs avant d'aborder la partie la plus douloureuse de cette histoire. Fabien avait finalement repris la route le surlendemain, convaincu par son employeur, mais surtout par sa propre raison, qu'il ne pouvait indéfiniment fuir ses obligations professionnelles à cause d'une application dont l'existence même défiait toute logique. Il avait décidé, m'a expliqué Thierry, d'adopter une attitude qu'il qualifiait lui-même de pragmatique. Il continuerait à consulter l'application régulièrement, non plus dans l'espoir absurde de la comprendre, mais simplement pour anticiper d'éventuels dangers, comme on consulterait un bulletin météorologique annonçant des conditions de conduite difficiles. Le trajet vers Reims, prévu 2 jours plus tôt selon le premier point rouge affiché sur la carte, s'était déroulé sans incident particulier. Fabien avait effectué sa livraison normalement, échangé quelques mots avec le responsable de l'entrepôt, un homme jovial qu'il connaissait depuis des années, et avait repris la route en direction de l'aire de repos qu'il utilisait habituellement, celle correspondant au 2e point rouge de son itinéraire funeste. C'est en approchant de cette aire, située le long de l'autoroute A26, quelque part entre Reims et Saint-Quentin, que Fabien avait ressenti pour la première fois depuis plusieurs jours une résurgence brutale de son angoisse. L'endroit lui était pourtant parfaitement familier, une aire de service standard avec sa station-service, son petit restaurant routier et son vaste parking bordé d'arbres, un lieu qu'il avait fréquenté des dizaines de fois, sans jamais y ressentir le moindre malaise. Mais ce jour-là, en s'y engageant vers 17 heures, alors que le soleil commençait déjà à décliner en cette saison automnale, une sensation d'oppression diffuse s'était emparée de lui dès qu'il avait franchi l'entrée du parking. Il avait garé son camion à sa place habituelle, non loin de l'entrée du restaurant, et avait décidé, contrairement à ses habitudes, de ne pas consulter immédiatement l'application, préférant d'abord se restaurer normalement, comme pour retarder le moment inévitable de cette confrontation avec l'inconnu. Le restaurant était relativement animé pour l'heure, plusieurs chauffeurs installés à différentes tables, certains en pleine conversation, d'autres silencieux devant leur assiette, absorbés par leur téléphone ou par la fatigue accumulée d'une longue journée de route. Fabien avait remarqué, en s'installant à une table près de la fenêtre, un homme seul assis à quelques mètres de lui, un chauffeur qu'il ne connaissait pas personnellement, mais dont il avait déjà croisé le visage à plusieurs reprises sur différentes aires de repos au fil des années.
sans jamais avoir eu l'occasion d'échanger véritablement avec lui. L'homme, d'une cinquantaine d'années également, portait une veste de travail défraîchie et mangeait lentement, le regard perdu dans le vide, comme absorbé par des pensées lointaines. C'est presque instinctivement, sans réellement réfléchir à la portée de son geste, que Fabien avait sorti son téléphone et ouvert l'application, cherchant à identifier ce chauffeur inconnu sur la carte. Il l'avait rapidement localisé, un point situé exactement à la position du restaurant, portant le prénom Michel. Le point était rouge. Une petite horloge apparaissait à côté, ses aiguilles tournant avec une vitesse qui semblait s'accélérer légèrement à mesure que Fabien observait l'écran. Une vague de nausée avait alors submergé Fabien, un malaise physique intense qui l'avait forcé à reposer précipitamment ses couverts. Il avait relevé les yeux vers cet homme, Michel, qui continuait de manger paisiblement, totalement ignorant du sort, qui semblait déjà scellé selon cette application maudite. Fabien s'était retrouvé face à un dilemme d'une nature effroyable. Devait-il intervenir, avertir cet inconnu d'un danger dont il ne pourrait probablement jamais expliquer la source de manière crédible, au risque de passer pour un fou ou un dangereux perturbateur? Ou devait-il rester silencieux, spectateur impuissant d'une tragédie annoncée, mais totalement invérifiable? Thierry m'a confié que Fabien lui avait longuement décrit, lors d'un appel téléphonique passé cette nuit-là, l'intensité du conflit intérieur qui l'avait alors habité. Il s'était finalement levé de sa table, avait traversé la salle du restaurant et s'était approché de Michel avec une maladresse évidente, cherchant les mots pour engager la conversation sans paraître totalement délirant. Il avait simplement dit, d'une voix qu'il espérait naturelle, que la route pouvait être dangereuse cette nuit-là avec les conditions météorologiques annoncées et qu'il valait peut-être mieux prévoir une pause supplémentaire avant de reprendre le volant. Michel l'avait regardé avec une surprise polie, remerciant Fabien pour cette attention inattendue de la part d'un inconnu, tout en précisant qu'il n'avait de toute façon prévu de rouler que jusqu'à Saint-Quentin ce soir-là, un trajet court d'une trentaine de minutes à peine, ne présentant selon lui aucun risque particulier malgré la pluie annoncée. Fabien n'avait pas insisté davantage, conscient de l'absurdité que représenterait toute tentative d'explication plus détaillée de ses craintes, et était retourné s'asseoir à sa propre table, le sort lourd d'une angoisse qu'il ne pouvait partager avec personne présent dans ce restaurant. Il avait terminé son repas mécaniquement, sans réel appétit, observant du coin de l'œil Michel qui finissait également son assiette avant de se lever, de régler son addition au comptoir et de quitter le restaurant en direction du parking. Fabien avait ressenti une impulsion irrépressible de le suivre, de vérifier une dernière fois sur l'application si quelque chose avait changé, si son intervention maladroite avait peut-être suffi à modifier le cours des événements. Il était sorti à son tour du restaurant quelques minutes plus tard et avait immédiatement consulté son téléphone. Le point représentant Michel se trouvait désormais sur l'autoroute, en mouvement, toujours rouge, l'horloge continuant de tourner à un rythme qui semblait s'être encore accéléré. Fabien avait observé, impuissant, ce point rouge progresser lentement sur la carte, en direction de Saint-Quentin, exactement comme Michel le lui avait indiqué. C'est environ 20 minutes plus tard, alors que Fabien était remonté dans sa propre cabine, incapable de trouver le repos malgré la fatigue, qu'il avait vu le point représentant Michel s'immobiliser brusquement sur la carte, à quelques kilomètres seulement de Saint-Quentin, près d'un échangeur autoroutier qu'il connaissait bien. Quelques secondes plus tard, le point avait disparu, exactement comme les précédents. Fabien avait allumé la radio de son camion, cherchant fébrilement une station d'information locale, et avait fini par entendre, dans un bulletin diffusé peu après, la confirmation redoutée. Un accident venait de se produire sur cette portion d'autoroute, impliquant un poids lourd
qui avait quitté la chaussée dans des circonstances encore indéterminées, le conducteur étant décédé sur place malgré l'intervention rapide des secours. Cette confirmation, bien qu'anticipée, avait plongé Fabien dans un état de détresse psychologique profond. Il ne pouvait plus, désormais, entretenir le moindre doute quant à la véracité troublante de cette application. Chaque point rouge représentait bel et bien une mort imminente, inéluctable, contre laquelle toute tentative d'intervention semblait vouée à l'échec, comme si le destin lui-même refusait d'être altéré par les avertissements maladroits d'un simple chauffeur inquiet. Thierry m'a raconté avoir passé une bonne partie de cette nuit-là au téléphone avec Fabien, tentant désespérément de le raisonner, de le convaincre que cette application, aussi inexplicable fût-elle dans son fonctionnement, ne pouvait en aucun cas être responsable des accidents qu'elle semblait prédire. Il s'agissait plus probablement, avait-il suggéré, d'une coïncidence statistique troublante, amplifiée par l'état de fatigue et de stress intense dans lequel se trouvait désormais son ami, un état qui l'amenait peut-être à interpréter de manière biaisée des événements par ailleurs banals sur les routes françaises, où les accidents mortels de poids lourds n'étaient malheureusement pas si rares. Fabien avait semblé, durant cette conversation, momentanément apaisé par ses arguments rationnels, reconnaissant lui-même que son esprit avait peut-être été altéré par l'accumulation de fatigue et d'angoisse de ces derniers jours. Il avait promis à Thierry de tenter de se reposer véritablement, de peut-être consulter un médecin à son retour au dépôt, et surtout de ne plus consulter cette application maudite, décidant finalement de désactiver les données mobiles de son téléphone pour le reste de son trajet. Une mesure radicale, mais qui lui semblait être la seule solution restante, puisqu'il ne parvenait pas à désinstaller l'application elle-même. Le lendemain matin, Fabien avait repris la route en direction de Clermont-Ferrand, son dépôt d'attache, avec l'intention de terminer sa tournée dans les meilleures conditions possibles avant de prendre quelques jours de repos bien mérités. Le troisième point rouge, identifié plusieurs jours auparavant, se trouvait précisément à cet endroit, mais Fabien avait choisi de ne plus y penser, s'accrochant à l'explication rationnelle proposée par Thierry, refusant de laisser la peur continuer à dicter ses actes et ses pensées. Le trajet s'était déroulé sans encombre particulier durant la majeure partie de la journée, Fabien traversant les paysages vallonnés de la Champagne, puis de la Bourgogne, sous un ciel étonnamment dégagé pour la saison. Une luminosité douce et rassurante qui contribuait à apaiser progressivement son esprit tourmenté. Il avait même réussi, durant quelques heures, à retrouver une forme de sérénité dans la conduite, se concentrant sur la musique diffusée par son autoradio et sur les paysages qui défilaient de part et d'autre de la route. C'est en fin d'après-midi, alors qu'il approchait des contreforts du Massif central, que le temps s'était brusquement dégradé, un épais brouillard s'élevant progressivement des vallées environnantes, réduisant considérablement la visibilité sur cette portion sinueuse et vallonnée de la route nationale qu'il empruntait pour rejoindre l'autoroute A115. Fabien avait dû ralentir considérablement son allure, ses phares peinant à percer cette brume dense qui semblait s'épaissir à chaque kilomètre parcouru. Thierry m'a confié, à ce moment de son récit, avoir eu son dernier échange téléphonique avec Fabien vers 18h ce soir-là. Un appel bref, durant lequel son collègue lui avait simplement signalé qu'il traversait une zone de brouillard particulièrement dense, mais qu'il pensait pouvoir rejoindre le dépôt avant la tombée complète de la nuit, prévoyant d'arriver avec seulement une trentaine de minutes de retard sur son planning initial. Sa voix, selon Thierry, était redevenue parfaitement normale, débarrassée de l'angoisse qui l'avait habité ces derniers jours, comme si la distance temporelle et géographique avec les événements de l'ère de Millau avait suffi à dissoudre progressivement ses terreurs nocturnes.
C'est le silence qui avait suivi cet appel, qui avait progressivement commencé à inquiéter Thierry. Fabien avait pour habitude de le contacter systématiquement à son arrivée au dépôt, une simple formalité amicale qu'il partageait depuis des années, particulièrement lors des trajets difficiles. Vers 20 heures, n'ayant reçu aucune nouvelle, Thierry avait tenté de le rappeler, sans succès, l'appel basculant directement sur la messagerie vocale après plusieurs sonneries. Il avait renouvelé sa tentative à plusieurs reprises durant la soirée, avec le même résultat infructueux, une inquiétude grandissante s'emparant progressivement de lui à mesure que les heures s'écoulaient sans aucune nouvelle de son ami. Vers 22 heures, incapable de contenir davantage son angoisse, il avait finalement contacté le dépôt de Clermont-Ferrand, apprenant avec un mélange de soulagement partiel et d'inquiétude accrue que Fabien n'était effectivement jamais arrivé à destination, sans que personne n'ait pour autant signalé d'incident particulier sur son trajet. Les recherches entreprises durant la nuit et les jours suivants, m'a expliqué Thierry d'une voix redevenue grave et hésitante, avait fini par localiser le camion de Fabien le lendemain matin, immobilisé sur une petite route secondaire qu'il n'avait normalement aucune raison d'emprunter, une déviation improbable par rapport à son itinéraire habituel, dans une zone reculée et boisée du Massif central, où le brouillard persistait encore partiellement malgré l'heure matinale. Le véhicule était retrouvé parfaitement intact, moteur éteint, sans aucun signe de collision ou d'accident quelconque. La cabine était vide. Aucune trace de Fabien n'avait jamais été retrouvée depuis, malgré les recherches approfondies menées par les gendarmes locaux et les équipes cynophiles mobilisées durant plusieurs jours dans les environs immédiats du véhicule abandonné. Le téléphone de Fabien, retrouvé posé bien en évidence sur le siège passager, présentait un dernier détail que Thierry n'avait appris que bien plus tard, lorsque les enquêteurs, désorientés par cette disparition inexpliquée, avaient fini par le contacter pour recueillir son témoignage sur les circonstances des derniers jours de son collègue. L'écran du téléphone, bien que la batterie fût entièrement déchargée au moment de sa découverte, affichait encore, gravé dans une sorte de rémanence électronique inexplicable selon les techniciens consultés, l'image figée de l'application Dernier Trajet, ouverte sur une carte où ne subsistait plus qu'un seul point. Ce point, immobile, correspondait très exactement à l'emplacement où le camion avait été retrouvé, dans cette forêt isolée du Massif central. Il n'était ni vert ni rouge, m'a précisé Thierry avec une gravité qui trahissait encore, des mois après ces événements, l'émotion profonde que ce souvenir continuait de susciter en lui. Ce point unique apparaissait d'une couleur grise, terne, dépourvu de toute pulsation, de tout mouvement, comme figé définitivement dans une immobilité qui semblait ne relever d'aucune catégorie prévue par cette application mystérieuse. Aucune enquête officielle n'était jamais parvenue à établir l'existence même de cette application sur les serveurs de téléphonie mobile consultés, ni à en identifier l'origine ou le développeur. Les experts en informatique mandatés par les autorités avaient conclu, dans leur rapport final, à l'impossibilité technique qu'une telle application ait pu être installée sans intervention humaine directe sur l'appareil. Une conclusion qui, loin de clore le mystère, n'avait fait qu'ajouter une couche supplémentaire d'incompréhension à cette disparition déjà largement inexplicable. Thierry a terminé son récit ce dimanche après-midi en me confiant que, depuis cette disparition, il n'avait plus jamais osé consulter le moindre magasin d'applications sur son propre téléphone sans ressentir une appréhension diffuse, presque irrationnelle, guettant malgré lui l'apparition éventuelle d'une icône sobre représentant une route se perdant vers l'horizon. Il m'a également avoué que, certaines nuits, lorsqu'il conduisait lui-même sur de longues distances à travers des régions isolées, il ne pouvait s'empêcher de vérifier, presque compulsivement,
que son téléphone n'affichait toujours que les applications qu'il connaissait et avait lui-même installées. Une habitude nouvelle qu'il n'était jamais parvenu à véritablement abandonner depuis ces événements. Il m'a enfin confié un dernier détail, glissé presque comme une confidence supplémentaire, alors que je m'apprêtais à prendre congé ce soir-là. Un détail qu'il n'avait jusqu'alors partagé avec personne d'autre. Quelques semaines après la disparition de Fabien, alors qu'il roulait seul de nuit sur une route qu'il empruntait rarement, son propre téléphone avait vibré brièvement, sans raison apparente, l'écran s'illuminant l'espace d'une fraction de seconde sur une notification qu'il n'avait jamais réussi à identifier clairement par la suite, trop bref pour en saisir véritablement le contenu, mais suffisamment long pour qu'il reconnaisse, avec un frisson glacial qui l'avait accompagné durant tout le reste de son trajet cette nuit-là, la silhouette caractéristique d'une route se perdant vers un horizon indéfini. Dis-nous d'où tu nous regardes et abonne-toi à la chaîne.